Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce 10e live des débats confinés. Alors, le Conseil national de sécurité vient de nous annoncer que nous allions passer en troisième phase de déconfinement dès lundi prochain, mais ce n'est pas une raison pour ne pas poursuivre nos débats confinés. Celui de cette semaine portera sur le financement de la presse et son impact sur le fonctionnement de la démocratie. Alors, la presse est effectivement un des acteurs, le quatrième pouvoir, un des acteurs fondamentaux de la qualité de la démocratie. Une presse garantit l'accès à l'information, explique les enjeux, permet l'expression des différentes sensibilités, dévoile le dessous des cartes, investigue, voire s'engage. Mais la presse souffre aujourd'hui. La concurrence d'Internet et des réseaux sociaux l'oblige à repenser son modèle économique. Comment, dès lors, repenser le financement de la presse aujourd'hui? Comment est-ce qu'il faut compter davantage sur la publicité, au risque de favoriser une dérive commerciale nuisible à la qualité de l'information? Est-ce qu'il faut plutôt s'appuyer sur des grands groupes industriels, au risque de créer des conflits d'intérêts? Ou est-ce qu'il faut se tourner davantage vers le financement public, au risque que la presse perde son indépendance par rapport aux politiques? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres modèles qui peuvent être imaginés? On en parle donc ce mercredi avec notamment Martine Simonis, qui est secrétaire générale de l'AJP, l'Association des journalistes professionnels. Bonjour Martine. Bonjour. On en parle également avec Jean-Paul Philippot, qui est administrateur général de la RTBF. Bonjour Jean-Paul. Ainsi qu'avec Benoît Grévis, qui est professeur et même directeur de l'école de journalisme de l'UCL. Bonjour Benoît. Bonjour. Ainsi qu'avec Olivier Bailly, qui est un des journalistes, mais aussi des fondateurs du journal Médor. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc, comme chaque semaine, vous pouvez nous suivre en direct sur le site Facebook d'Il fera beau demain. Mais ce 10e débat confiné est aussi le premier où nous devons gérer un incident technique. Suite à une panne de voue dans la région liégeoise, nous avons dû recourir à une solution de secours. J'espère que cela ne nuira pas à la qualité de la retransmission. Charlotte, en tout cas, est bien présente et elle lit vos commentaires et questions. Elle nous les rapportera durant le débat. Bonjour Charlotte. Bonjour, donc je suis le relais citoyen. N'hésitez pas à laisser vos avis et vos commentaires, que je puisse les relayer à nos intervenants. Aujourd'hui, nous allons être amenés à parler information et publicité. Je pense que la meilleure publicité, en tout cas pour ce débat informatif, est que vous le relayez, vous le partagiez le plus possible. Donc je compte sur vous et à tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Et commençons donc sans plus attendre. Je me tourne vers vous, Benoît. Peut-être pouvez-vous essayer de nous expliquer comment, dans les grandes lignes, la presse est financée aujourd'hui? Je vais évidemment être très général dans la description, mais je pense qu'il faut d'abord mettre quelques paramètres en place pour cadrer la discussion. Effectivement, je pense qu'il y a un élément important pour comprendre notre marché, c'est d'abord son étroitesse. Alors, c'est peut-être une évidence, mais c'est un impact énorme sur la vie des entreprises médias. On peut dire aussi qu'il y a un certain classicisme dans la structure du marché, même si on est à la veille de bouleversements importants. On est, quand on regarde la structure, outre la présence évidemment du service public et d'un grand groupe aussi privé en audiovisuel, eh bien, si on regarde la presse écrite, on se retrouve quand même avec une structuration qui, historiquement, est assez classique, avec des bassins géographiques qui sont assez répartis. Quand je dis qu'on est à la veille de bouleversement, je pense évidemment à l'avenir. Et je pense qu'il est important de montrer que là, depuis déjà un certain temps maintenant, on a vu un des modèles qu'on observe ailleurs à l'étranger, c'est l'apparition, même si on est à la veille de la fin de ce modèle, mais d'investisseurs qui ne viennent pas traditionnellement de l'activité éditoriale, mais aussi on y voit la concrétisation d'une action importante de la part des journalistes qui montre aussi, je pense que c'est un point important, qui met le doigt sur le statut des rédactions. Alors, je pars peut-être déjà un petit peu trop loin par rapport au modèle économique. Le modèle économique, je disais qu'il est relativement classique aussi. Si vous regardez la presse écrite, eh bien, on est dans ce qu'on appelle le double marché. Donc, le double marché, c'est-à-dire la vente au numéro et d'autre part, la publicité. La publicité en Belgique francophone, comme ailleurs, et particulièrement ces dernières semaines, c'est un marché
qui est devenu extrêmement compliqué, mais ce n'est pas propre aux derniers événements. Hein. C'est une tendance lourde de décroissance partout, avec une mutation compliquée à faire parce que la publicité part évidemment sur Internet, mais que le chemin que les entreprises font pour récupérer le retard est non seulement compliqué à faire, mais en plus, il est délicat parce que la publicité sur Internet rapporte moins. Ce qui amène à poser des questions essentielles aujourd'hui. Quand on voit des exemples qu'on connaît, enfin, en général, on dit que des médias ne dépassent pas la moitié de leur chiffre d'affaires avec la publicité, avec des proportions très variables, mais on voit aussi à l'étranger des modèles qui finissent par ne faire de la publicité qu'un élément secondaire de leur modèle de chiffre d'affaires. On pense au New York Times ou des grands médias. Mais ça montre bien la difficulté de notre marché, c'est que nous sommes, nous, avec des assiettes qui sont extrêmement étroites. Ce qui explique aussi… Publicité correspondrait plus ou moins à la moitié, ou en tout cas c'est ce qu'il faut éviter, plus les ventes, c'est quel pourcentage? Je ne sais pas s'il faut l'éviter. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est une part qui est en décroissance. Donc, et particulièrement dans cette période-ci, ça a dû encore aggraver les choses. Dans cette période-ci, ce qui amène à poser des questions justement de troisième marché, ce qu'on appelle le troisième marché. Position qui est défendue, j'évoquais l'avenir, hein, c'est revenu donc le journal L'Avenir. Le journal L'Avenir, de savoir si on ne doit pas s'appuyer sur une fondation, sur une société. Il y a différents modèles. Hein. Ceux qui connaissent un peu le domaine ont sans doute lu Julia Cagé, qui a mis en avant des solutions alternatives, n'est pas la seule on y arrivera dans un deuxième temps alors, sur les solutions. Merci beaucoup. Mais donc, publicité, vente, ce sont finalement là des sources essentiellement commerciales. On n'avait pas parlé de financement public, on y viendra sans doute avec Jean-Paul Philippot, mais en tout cas, Martine, pour le journaliste, pour finalement son travail de répercutement de l'information, ce double marché à la fois publicitaire et à la fois de vente, est-ce que c'est quelque chose qui est confortable par rapport donc à avoir le temps, avoir la nécessité de faire de la pédagogie plutôt que peut-être faire du sensationnalisme? Comment est-ce qu'on fait ce genre d'arbitrage dans les rédactions? Je ne suis pas sûre que la question se pose comme ça pour les journalistes. Moi, je crois qu'il faut… en termes de contexte, et je pense que Benoît Grevis l'a dit en filigrane de son intervention, en fait, qu'on le veuille ou non, les entreprises de presse, ce n'est pas des entreprises comme les autres. C'est à la fois des entreprises comme les autres dans la mesure où, à part la RTBF et les télévisions locales, on y reviendra peut-être, mais dans la mesure où toutes les autres sont des sociétés privées commerciales. Donc, ce sont des entreprises comme les autres, mais leur objet social est très différent. Et donc, la grande difficulté pour faire fonctionner et bien fonctionner les entreprises de presse dans deux logiques, une logique à la fois commerciale et une logique à la fois, je dirais, de bien public, parce que l'information est un bien public. Cette grande difficulté, c'est justement de trouver des mécanismes qui permettent de réconcilier les logiques, de les réconcilier souvent en les étanchéifiant. Ce que je veux dire, c'est que les logiques commerciales ne doivent pas influer sur le traitement de l'information. Et pour étanchéifier cela, on a des processus qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, sont très imparfaits. Et ils sont à ce point imparfaits, et c'est tout le combat qui a été mené aux éditions de l'Avenir, ils sont à ce point imparfaits que pour asseoir ces mécanismes-là, il faut souvent rentrer dans des rapports de force. Donc, je m'explique, si une société des rédacteurs veut faire respecter l'indépendance rédactionnelle, soit elle a des leviers, des mécanismes à sa disposition et tout fonctionne bien, soit elle n'en a pas ou les leviers sont à moitié cassés, ce qui est le cas chez nous. Et donc, il faut rentrer dans des rapports de force. En communauté française, en fédération Wallonie-Bruxelles, où il y a certains leviers existent, on pourra peut-être en parler, mais ils ne fonctionnent pas bien. Donc, je pense qu'il y a une série de points d'amélioration à apporter. Si on veut que les deux logiques, à la fois la logique société commerciale ou même société de service public qui est quand même assignée à une certaine rentabilité, entre guillemets, si on veut que ces logiques-là puissent coexister avec une logique qui consiste à informer sans être soumis à des pressions ou commerciales ou politiques ou quelles qu'elles soient,
si on veut réconcilier ça, je pense qu'il y a une série de mécanismes à affiner, à mettre en place. On en a déjà certains, hein. Il y a l'existence de sociétés de rédacteurs, il y a les organisations que les journalistes se donnent comme la JP. Mais là, vous êtes vraiment au cœur du débat, hein. C'est cette question-là qui doit être centrale pour nous. Donc, je propose de terminer le tour et puis de revenir alors lorsque on pourra approfondir sur cette question essentielle. Je me tourne vers vous, Jean-Paul, parce que la RTBF est un acteur tout à fait à part dans le territoire dans le champ médiatique, de la communauté française. Et là, vous avez un financement public, vous, qui est important, mais qui en échange, il y a des missions de service public plus balisées. Comment cela fonctionne? Ouais, comme tous les opérateurs publics en Europe, on a un financement public. Alors, comme la toute grande majorité d'entre eux, on a ce qu'on appelle un financement hybride. Une partie majoritaire de notre financement, c'est une dotation publique de l'ordre de 70% environ, et les 30 autres pourcents sont des financements par la publicité et par d'autres ressources, essentiellement des droits liés à la distribution de nos contenus. Voilà, c'est un schéma classique en Europe avec des nuances. Certains pays minoritaires ont un financement exclusivement public. Et parmi le modèle majoritaire, qui est ce modèle hybride, il y a deux sources, deux manières de financer l'opérateur public. Une par une dotation, donc on émarge au budget du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans notre cas, soit par une redevance payée par les citoyens ou par les ménages ou les entités économiques. Voilà, si vous prenez l'Angleterre, c'est une redevance, la France, c'est une redevance et de la publicité. Là, en Angleterre, c'est BBC. Dans les deux cas, c'est du financement public dans les deux cas. Oui, financement public, avec quand même une grosse nuance. D'un côté, on émarge au budget, de l'autre côté, c'est une relation entre le citoyen ou le ménage, l'entité économique et l'opérateur. D'accord, c'est l'individu qui donne une redevance s'il veut disposer de la RTBF ou dans ce cas-là, dans notre cas, c'est un budget. Oui, de l'opérateur public, je voulais dire. C'est une obligation. Tout le monde la paye. Oui, c'est une obligation. Donc, c'est le cas en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne. Donc, simplement, c'est une redevance obligatoire. On a un lien plus direct, on peut identifier à quoi sert l'impôt, là, la redevance. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux systèmes. Oui. Olivier? Voilà. Alors, je prends la parole peut-être pour expliquer le modèle Médor. On est né en 2015. On est né de plusieurs énergies, mais notamment de journalistes indépendants qui souhaitaient retrouver de la place, du temps, peut-être pas tant d'argent que ça pour créer un média avec revenir à de l'investigation. On s'est créé en coopérative pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on n'avait pas d'argent. La deuxième, c'est que c'est un mode de gouvernance qui permet une vraie participation des lecteurs ou des citoyens. C'est pas forcément les mêmes personnes. Et le troisième argument, c'est évidemment la gouvernance, en fait, la transparence du modèle, puisque chaque année, à tout le mois, on doit publier nos comptes. Et donc, ça permet de voir d'où vient le flux d'argent, même si l'argent n'est pas le seul élément qui peut mettre évidemment la pression sur les modèles médiatiques. Et donc, au bout de 4 ans, maintenant, on va sortir notre 19e numéro d'ici demain, je pense, hein. On a un chiffre d'affaires qui tourne autour de 380 000 euros. On a 1309 coopérateurs qui sont avec nous. Et de la part de coopérateurs est à 20 euros. Ça, on y tient. C'est quelque chose d'assez démocratique pour permettre de prendre part au modèle. Et on a, dans notre assiette de revenus, en fait, on a 2% d'aide à l'emploi. On a 15% d'une bourse qu'on a reçue au niveau européen pour développer notre site. On a 2% de publicité et 81% d'abonnements et de ventes en librairie. Ça, c'est pour le modèle économique. Et je veux dire très rapidement par rapport à la ligne éditoriale, Monsieur Grévis parlait de l'étroitesse du territoire, ce qui est en effet une difficulté pour développer un média en Belgique. Nous, on a fait le pari de transformer cet handicap en avantage.
on l'a transformé en se disant on ne va travailler que sur notre territoire. Ça nous a permis, je l'espère, d'aller plus en profondeur dans certains sujets et de se concentrer réellement sur la réalité belge et d'augmenter notre taux de pénétration dans la population belge et donc dans les médias belges également. Et donc, on a choisi à la fois la Belgique, on a choisi aussi l'investigation. Alors, on ne fait pas que de l'investigation, on fait également des portraits, des récits. Mais donc, à un moment donné, on a privilégié un mode de production qui n'est pas forcément plus noble en termes de niveau journalistique, mais qui demande tout de même plus de temps, certainement, et donc forcément plus d'argent, puisque ça demande avant tout des ressources humaines. Donc là, on a vraiment quelque chose de spécifique avec un 81%, si j'ai bien entendu, du financement qui vient des abonnements. Donc là, c'est vraiment un modèle qui dépend beaucoup de la vente et qui peut-être n'est possible que parce que vous êtes un média avec une identité extrêmement forte qui est sur une niche spécifique. Est-ce que ce serait généralisable à, je dirais, à une presse quotidienne plus classique ? Alors là, je pense que d'autres répondront, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le modèle coopératif d'abord existait également en Flandre avant que Médor n'arrive, parce que le pure player Apache est une coopérative en Flandre. Il y a des modèles qui se développent au Canada. Encore tout récemment, j'ai vu passer un article concernant un quotidien qui s'appelle Le Soleil. Et alors, on a l'avenir ici en Belgique qui vise non pas, je pense, à avoir 100% de la part coopérative, ce qui est le cas chez nous, mais qui vise à avoir un poids suffisant de données aux lecteurs, à la fois pour avoir cette transparence et cette bonne gouvernance. Maintenant, c'est clair que le modèle de Médor est un modèle alternatif. Je le dis, on a un chiffre d'affaires qui tourne autour des 380 000 €. Ça veut dire que peut-être que sur un numéro, on publie tous les 3 mois ce qu'un quotidien publie par jour. Donc, c'est évident qu'on est pour l'instant, et on risque de le rester encore un bon bout de temps, à la marge des médias traditionnels. Et là, je parle en termes de financement et du coup, peut-être également en termes de modèle possible. Ok, merci beaucoup, c'était très clair. Benoît, on a finalement 3 modèles très différents qui ont été exposés. Donc le modèle classique que vous avez résumé avec ce double marché et puis le troisième marché qui commence à se développer. On pourrait aussi parler peut-être du lien avec le numérique, mais on y viendra. Ce modèle essentiellement de financement public et puis ce modèle plus, il y a quand même une partie du marché, hein, il y a quand même la vente qui est centrale chez Médor, mais enfin cette logique coopérative. Est-ce que pour vous, d'une presse à l'autre, il y a des modèles qui se justifient plus ou est-ce qu'il y a un type de modèle qui pourrait se généraliser ou est-ce qu'il faut garder une mixité ? Non, oui, moi je pense que la mixité est essentielle. Hein. Ça vient d'être dit. Je pense que Médor, je pense que c'est extrêmement important d'un point de vue d'espace public et de vie démocratique qu'une expérience comme celle-là fonctionne. Au passage, d'autres ont essayé et s'y sont cassés les dents. Il y a une expérience comme Wilfried qui fonctionne pas mal non plus. Je trouve que c'est extrêmement vivifiant. Maintenant, ce sont des marchés de niche. Alors, si on prend la question du point de vue de l'utilité politique et sociale, il est évident qu'au-delà du service public qui assume, comme Jean-Paul Philippot l'a dit, ses missions, le rôle de la presse est vraiment essentiel. On vient de le voir de nouveau d'une manière très particulière dans la crise du Covid, mais au-delà de ça, c'est un rôle démocratique essentiel et que pour toucher l'ensemble de la population et de manière plus ou moins égalitaire, ou en tout cas satisfaisante, on voit que les modèles doivent être aménagés et que tels qu'ils sont là, chacun des modèles connaît ses difficultés, que ce soit le service public dont Jean-Paul Philippot pourrait parler, hein, le système du financement qu'il avait commencé à expliquer. Il y a un cas célèbre qui s'est produit en Suisse il y a quelques années où il y a eu une initiative, une votation, comme on dit là-bas, pour supprimer cette dotation. On voit que les groupes ici en Belgique francophone, que ce soit IPM, que ce soit Rossel, pour citer ces deux-là, ont une stratégie qui est davantage d'expansion de leur marché. On voit qu'ils vont vers la France pour essayer justement d'élargir leur assiette et de faire un modèle économique sur le digital qui soit rentable. Alors maintenant, la question de la société, de la coopérative, je trouve qu'elle est revivifiée ces temps-ci et que c'est drôlement intéressant de la poser. Elle a été remise à l'avant-plan aussi, j'ai évoqué tout à l'heure
les aventures des dernières années des éditions de l'Avenir, mais ce n'est pas propre à la Belgique. Je veux dire, l'ingérence de grandes fortunes ou de groupes dans le monde des médias, elle a manifestement eu des effets d'un point de vue politique, je dirais, de modèles démocratiques qui ne sont pas souhaitables. Donc, comme le disait Martine Simonis, c'est aussi avec le modèle des fondations la question de la place, la part politique, intellectuelle du journalisme qui se repose. Mais je pense quand même qu'il faut aussi avoir à l'esprit que nous sommes dans un moment où la difficulté est quand même assez extrême. Alors, si on se passe de l'autre côté, celui des entrepreneurs médias, on voit que le terrain est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui. La situation d'un groupe comme RTL aujourd'hui, c'est un secret pour personne, est compliqué. Et donc, il y a, je pense, là vraiment lieu de prendre cette question-là en compte politiquement. Et ce qui me frappe, on ne l'a pas encore dit, mais c'est la grande complexité, ce n'est pas une originalité, ce n'est pas propre au secteur, mais la grande complexité de notre système politique, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un système encore extrêmement compliqué avec les différents niveaux de pouvoir qui interviennent sur des domaines aussi essentiels que l'innovation, par exemple, que les aides à la presse, les aides à la distribution, et tout ça est forme une espèce de mosaïque qui n'a plus beaucoup de logique générale. Ok, merci beaucoup. Je vois que Charlotte est apparue. Tu as un premier retour des internautes ? Oui, tout à fait. Donc, on a Daniel et Alain qui insistent fort, en tout cas, par rapport à la presse sur les médias publics, parce qu'en disant qu'il faut absolument qu'ils soient totalement préservés de la dépendance publicitaire, car les performances doivent être mesurées par d'autres critères que la seule audience pour privilégier le qualitatif. Donc, pour eux, c'est très important, en tout cas, d'être en dehors de la publicité. Et d'ailleurs, dans le sondage, êtes-vous prêt à financer une presse pour qu'elle soit 100% indépendante? Nous avons 63% des personnes qui disent oui et 37% qui sont contre. Par contre, Arnaud nous fait une petite remarque en disant attention, le financement, si on la finance, elle est indépendante par rapport à un besoin de faire de l'argent, donc de la publicité pour gagner plus d'audience, mais devient dépendante alors du pouvoir. Donc, il faut faire attention. Merci beaucoup. Martine, je pense que ça met bien en évidence ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux deux logiques et à la meilleure manière d'essayer de défendre la logique de service public et du travail journalistique et informationnel qui est fondamental pour la qualité de la démocratie. Et l'exemple de l'Avenir, l'exemple du financement public, ce sont deux sources, j'imagine, qui sont parfois qui sont mises à l'avant-plan pour essayer de défendre l'indépendance journalistique, mais il y a d'autres leviers aussi qui a été suggéré tout à l'heure, quand je vous ai interrompu d'ailleurs, lorsque vous commenciez à les proposer. Là, il faut rebrancher le micro. Voilà. Oui, et moi j'ai perdu la connexion pendant 4-5 minutes, donc je n'ai pas entendu l'intervention de Benoît Grevis qui précédait. Et donc il y aura peut-être de la redite, d'autant qu'il nous arrive souvent d'être d'accord. D'accord. Mais donc, voilà, est-ce que dans le type de mode de financement, par exemple, commençons par le cas de l'Avenir, le souhait là maintenant de construire une coopérative, également c'était le modèle de Médor, est-ce que c'est une manière justement de défendre l'indépendance rédactionnelle et dans ce choc des deux logiques que vous décriviez tout à l'heure? Alors, le projet de coopérative, qui n'est plus un projet, il existe depuis novembre de l'année dernière. Il y a maintenant 1100 coopérateurs, ce qui est pas mal du tout. Ce sont essentiellement des lecteurs, mais ce sont aussi les travailleurs de l'avenir, pas seulement les journalistes. Et ce sont des observateurs des médias, des gens qui s'intéressent à l'information régionale et locale. Donc, je pense que jusque-là, c'est un très beau succès, vu la période aussi qui ne se prête pas vraiment à des campagnes d'affiliation à des coopératives. Enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué pour l'instant. Mais donc, le projet de la coopérative, en fait, c'est de créer une structure dans laquelle les lecteurs, les travailleurs et les personnes intéressées au pluralisme des médias puissent se rassembler. Et avec cette structure, de passer avec le prochain acheteur de l'avenir un pacte, un accord, qui permettra en fait à la coopérative de peser sur une série de décisions.
des décisions qui touchent à la ligne rédactionnelle, des décisions qui touchent à l'emploi, qui touchent à l'ancrage local, wallon, de l'avenir. Donc, il y a dans le chef de la coopérative une volonté de négocier un accord avec le futur repreneur de l'avenir, de façon à ce qu'on puisse justement réconcilier ou concilier la logique capitalistique de l'acheteur avec la logique des journalistes et des lecteurs qui sont celles d'avoir une information de qualité, des emplois qui soient des emplois non précaires mais stables, des journalistes correctement payés, des équipes suffisamment staffées. Donc réconcilier ces deux logiques, c'est toujours compliqué. Surtout si on laisse la seule logique commerciale diriger les entreprises de presse. Donc ici, l'idée, c'est justement de travailler un modèle hybride par le biais de la coopérative et de faire en sorte, non pas qu'il y ait une cogestion de l'entreprise, mais que pour certaines décisions, il y ait nécessairement soit un accord de la coopérative, soit une information à la coopérative, parce que même ça, souvent, ça manque dans les entreprises de presse, qui ne sont pas les entreprises les plus démocratiques que l'on trouve sur le marché. Donc, ou bien une obligation d'information, ou bien une obligation d'avoir un accord, et que la coopérative, même sur certains points, puisse avoir un droit de veto. Voilà, tout ça, ça reste à négocier, mais dans les conditions de rachat de l'avenir, il y a nécessairement le fait de trouver un accord avec la coopérative. Donc, c'est une négociation qui doit encore avoir lieu. Je pense qu'elle sera intéressante à suivre parce que c'est peut-être assez nouveau comme modèle, pas le modèle de la coopérative comme tel, mais le fait qu'une coopérative de travailleurs et de lecteurs passe un accord avec un actionnaire et puisse coexister dans la société pour faire se réconcilier les logiques dont je parlais, ça, je crois que c'est quand même assez nouveau. Et le financement public, ce n'est pas une revendication de plus de médias pour vouloir avoir un financement public plus important? Le financement des autres médias publics, vous voulez dire? Non, mais pourquoi, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, la presse, c'est un bien public. Hein, donc, et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser une forme de financement par l'État, une aide à la presse plus généralisée pour reconnaître cette dimension de service public. Ça ne veut pas dire une entrée dans le capital, ça n'est pas forcément. On a si je pense à des universités, par exemple, Benoît Gruvis à l'UCL, c'est un service public, mais qui n'est pas une entreprise publique. Alors, la position de l'Union professionnelle, c'est pas du tout de dire que toutes les entreprises de médias doivent être des entreprises de service public. Donc, nous pensons au contraire qu'il faut faire coexister un service public comme la RTBF, un service public fort, correctement financé, avec des entreprises privées, parce que ce modèle peut fonctionner également, mais des entreprises privées qui doivent tenir compte du fait qu'elles ne sont pas des entreprises comme toutes les autres. On ne vend pas des chaussures. On vend de l'information, et l'information est un bien public. Pas les entreprises de presse. L'information est un bien public. Et c'est ces logiques-là qu'il faut arriver à réconcilier. Et pour l'instant, je pense qu'on pêche du côté de cette réconciliation, en ce sens que c'est assez compliqué pour l'instant pour les équipes journalistiques comme pour le reste du personnel dans les entreprises de faire parfois respecter des conditions de production de l'information qui sont qualitatives, qui sont en lien avec la déontologie, qui permettent en fait d'informer le lecteur. Et c'est assez compliqué pour les équipes d'éviter que les staffs soient les variables d'ajustement. Autrement dit que quand les entreprises ont des difficultés, elles diminuent l'emploi. Donc, en fait, il faudrait arriver à trouver des systèmes qui permettent de concilier ces deux choses-là. Et le projet de la coopérative de l'avenir, c'est ce projet-là. Ok, merci beaucoup. Si je reste sur les subventions publiques, enfin la dotation publique, puisque c'est bien la différence entre les deux, dont bénéficie la RTBF, est-ce que ce n'est pas vu parfois, que Jean-Paul Philippot, comme créant une forme de concurrence en défaveur des concurrents? C'est quand même un traitement très très différent par rapport à RTL, par exemple. Donc ça doit faire des tensions, j'imagine, de temps à autre. Écoutez, donc tout d'abord, c'est un cadre, le cadre du financement public, il est fondé dans le système européen de financement, de gestion des aides d'État, du marché unique et des règles de concurrence. Donc c'est un dispositif
qui est établi depuis longtemps et qui est fondé sur alors un modèle, tout d'abord, comme Martine l'évoquait, qui est un modèle où cohabitent des opérateurs publics et des opérateurs privés. Et je la rejoins pleinement en disant il est nécessaire d'avoir des opérateurs privés. Le pluralisme, c'est quand on est plusieurs. Donc, c'est absolument nécessaire et vital. Et d'autre part, sur les notions d'exception culturelle qui ont permis en Europe le maintien d'une très très grande diversité d'acteurs. Et si les acteurs médias européens souffrent, à l'instar de tous les médias occidentaux, la diversité, la pluralité des acteurs, la pluralité des opinions, comme la pluralité des cultures, est une spécificité européenne qui trouve son fondement dans, dans cette exception, traité de Maastricht, et cette dérogation aux règles du marché unique. Bon, quand on parle d'RTL, puisque vous en parlez, je pense qu'il faut, bon, se souvenir qu'RTL est une société luxembourgeoise, qu'elle n'est donc pas soumise à la législation locale, que ses bénéfices ne sont pas soumis à la législation et à la fiscalité locale, puisqu'il y a une mécanique où les revenus commerciaux sont remontés au Luxembourg, qui achètent des programmes en Belgique uniquement, et qu'elle fait partie d'un groupe européen très florissant, dont le directeur financier déclarait il y a de ça 1 mois et demi qu'il disposait des moyens financiers pour traverser la crise Covid sans problème, en présentant les meilleurs résultats qu'il n'ait jamais connus, je pense. Donc voilà, je pense qu'il y a des logiques économiques parfois. Aujourd'hui, et la crise sanitaire est hélas un révélateur ou un accélérateur. Il y a une grande précarité du modèle de la presse papier, qu'elle soit quotidienne ou magazine, le magazine étant encore bien plus durement touché, comme des radios indépendantes qui sont terriblement frappées aussi et qui procèdent également de la diversité du paysage, moins sur le plan de l'information, mais certainement sur le plan culturel. Et là, moi, je rejoins quand même Benoît en disant il y a une spécificité belge qui est liée à l'étroitesse de son marché. Le marché francophone belge, c'est la région Nord-Pas-de-Calais en France, avec des contraintes qui sont les mêmes que dans tout autre territoire. Tous journaux qui sont publiés doivent disposer d'une rédaction qui peut traiter, bon, exception faite d'un magazine d'investigation comme Médor, qui est vous l'expliquez, Olivier, dans une niche, oui. Je n'aime pas le terme de niche, c'est un drôle de terme, mais qui est concentré, qui est focusé sur un parti éditorial très spécifique, mais une presse généraliste doit avoir une rédaction large, doit avoir une rédaction diversifiée, doit pouvoir traiter de politique, de social, d'économique, comme de culture ou de sport, et tout ça crée des coûts fixes. À l'instar de notre entreprise, il y a 40 minutes dans un journal télévisé à la RTBF, il n'y en a pas 2 ou 3 minutes de plus sur un territoire comme la France, qui est 10 fois plus grand et qui donc génère à charge égale pour le contribuable 10 fois plus de moyens. Okay. Mais je voudrais quand même revenir sur cette question de la subvention publique, parce que nos internautes ont dit qu'ils étaient prêts quelque part à financer davantage la presse, mais parce que la distinction que vous avez faite entre opérateurs privés et opérateurs publics, je reviens sur l'exemple de l'enseignement supérieur, elle n'efface pas la possibilité de subvention publique. Dans d'autres secteurs, il y a ce pluralisme, et ce pluralisme passe notamment par des opérateurs privés qui ont une dotation, un financement public sous forme de dotation, et des opérateurs privés qui, eux, quand même, malgré tout, parce qu'ils ont une mission de service public, sont subventionnés. C'est très clair dans le cas de l'enseignement. Donc, ça n'empêche, il ne suffit pas de dire qu'il faut un pluralisme pour éliminer que les opérateurs privés puissent bénéficier au moins partiellement de subventions. Vous ne m'avez jamais entendu dire que les opérateurs privés ne pouvaient pas bénéficier de subventions. Oui, oui. Je pense d'ailleurs que la manière de garantir le pluralisme de la presse dans un territoire comme le territoire francophone belge, qui est un territoire exigu, à un moment où les fondamentaux économiques sur lesquels s'est bâti ce système pluraliste sont très fortement ébranlés,
il passe par des méthodes de correction publique, bien entendu. Alors que ce soit une subvention directe ou que ce soit des réallocations de ressources d'autres, hein, on n'a pas parlé pour le moment, ou on a peu parlé des dispositifs que la législation européenne aujourd'hui permet pour taxer ce qu'on appelle les GAFAM, en tout cas ceux qui aujourd'hui sont les grands gagnants de la répartition des richesses du secteur. Voilà, vous ne m'avez jamais entendu, jamais. Ok, mais non, alors c'est très bien, c'est très bien. Je réagissais à la situation d'RTL, qui n'est pas un opérateur belge, et donc qui sort du périmètre. Voilà. C'est très clair. Ok, merci pour la précision. Mais on va venir sur la question du numérique, effectivement, et ce que ça peut être une source complémentaire de revenus. Mais d'abord un détour par Charlotte, avant d'arriver chez Olivier, puisque Charlotte est réapparue, et puis je retournerai chez Olivier. Mais... C'est un peu en lien avec ce qu'on dit, parce qu'on cherche un nouveau modèle. Et en fait, Geoffrey demande, est-ce que vous avez à donner aux citoyens maintenant un modèle qui pourrait être suivi à l'étranger, enfin un modèle étranger qui pourrait être suivi chez nous? Et donc, c'est Geoffrey qui pose la question. Voilà. Olivier, peut-être, donc, à la fois terminer mon tour sur les subventions publiques, est-ce que Médor est demandeur ou pas de subventions publiques plus importantes? Et puis peut-être, est-ce que vous avez une suggestion? Mais vous allez me dire que vous êtes déjà une forme de modèle alternatif, mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres expériences à l'étranger qui vous inspirent et qui pourraient être généralisées peut-être à d'autres médias que le vôtre? Si vous étiez non pas chez Médor, mais dans un autre opérateur de presse, quel type de modèle pourriez-vous préconiser? Alors, par rapport aux subventions publiques, Médor, pour l'instant, n'en reçoit pas, mais serait demandeur d'en recevoir. On nous a, je pense, lorsqu'on a un peu sondé le ministre précédent, on n'a pas pu avoir accès à ces aides parce que nous étions une coopérative, ce qui nous semblait un peu aberrant comme explication. On va voir à présent, puisqu'on va réintroduire une demande pour voir si on peut avoir ces aides. À titre personnel, moi, je pense qu'il est nécessaire que l'État, en effet, investisse dans l'information, dans les médias, parce que, comme l'expliquait Martine Simonis, l'information est un bien public et afin de le rendre accessible pour tous et qu'il soit d'intérêt public, il faut en effet que l'État intervienne. Médor coûte par exemple 17 €. 17 €, alors c'est pour un trimestre, hein, il y a l'accès au web et ainsi de suite, c'est malgré tout cher. Tout le monde ne peut pas avoir accès à un moment donné, débourser ces 17 €. Donc moi, au niveau de l'intervention publique, je pense qu'elle est nécessaire. Je crois que c'est nécessaire aussi d'avoir un écosystème qui, à un moment donné, permet l'émergence d'initiatives et d'alternatives comme Médor. À un moment donné, d'avoir une fiscalité qui avantage le développement de projets alternatifs médiatiques, afin d'avoir cette pluralité, cette diversité, à un moment donné, d'opinion que l'on souhaite en fait. Et vous ne craignez pas d'une perte d'indépendance, puisque c'était ce que Arnaud soulevait tout à l'heure comme risque? Mais je crois que l'indépendance, chaque modèle a son indépendance et sa dépendance. Alors pour Médor, par exemple, c'est génial, on peut se gargariser. L'année passée, on avait 96% de nos revenus qui étaient liés aux ventes aux abonnements ou aux ventes en librairie. Mais c'est une forme de dépendance. Bien sûr. Alors, ça peut être un cercle vertueux d'avoir de plus en plus de personnes qui sont satisfaites de l'offre de Médor, mais ça peut aussi nous mettre la pression pour nous dire, mais il faut absolument que l'on parle du Covid parce que c'est ce qui intéresse les gens. Il faut absolument que l'on parle de l'Euro 2020 parce que c'est l'Euro 2020 qui va arriver. Donc, on a une dépendance par rapport aux librairies qui sont en grosse difficulté pour l'instant. Donc, chaque modèle, pour moi, a son indépendance et sa dépendance. Et aujourd'hui, pour Médor, si on a des subsides publics, ils représenteront peut-être 10% de nos revenus. Donc, on ne sera pas dépendant de ce modèle, comme aujourd'hui, on n'est pas dépendant de la publicité qui représente 2% de nos revenus. Sur la question des modèles, on a reçu donc cette bourse du European Journalism Center pour développer notre site web. On avait 7 autres médias lauréats avec nous. On avait un média allemand, un média anglais, un média espagnol, ouais, peu importe. Ce qui était frappant dans notre structure, c'est que s'il y a bien aujourd'hui un modèle, c'est qu'il n'y a plus de modèle. C'est qu'à un moment donné, vraiment, chaque média doit s'adapter à faire du sur-mesure par rapport à sa réalité géographique, politique, pour réussir à développer un modèle très spécifique. On a par exemple un modèle en Allemagne qui s'appelle Crowd Reporter,
qui a développé une notion de pure player, et donc il n'est uniquement sur le web. Il développe des articles qui sont extrêmement longs, environ 60-70 000 signes sur un seul sujet qui est sollicité par les internautes, mais c'est un modèle qui est en allemand et qui est en Allemagne, donc avec un réservoir d'internautes qui est considérable et qui ne fonctionnerait pas en Belgique. Et donc, il faut vraiment adapter aujourd'hui, chacune des propositions médiatiques doit véritablement, et à la possibilité avec ce nouveau média qu'est le web, de s'adapter à sa réalité à la fois sociale, politique et économique. Ok, merci. Mais Benoît, alors justement, parce qu'on a parlé web, on a parlé numérique, c'est quand même une des caractéristiques les plus frappantes de l'évolution de la presse. Et finalement, il y a un tel accès à l'information aujourd'hui, et notamment de l'information gratuite. C'est aussi ce rapport au numérique qui a dû complètement bouleverser le secteur. Dès lors, est-ce que peut-être en Belgique ou en s'inspirant d'ailleurs, pour reprendre la question de Charlotte, est-ce que finalement on n'observe pas du côté de nombre de nouveaux modèles qui se tournent finalement davantage vers un client qui serait ceux qui utilisent les données générées par les données numériques générées par le trafic, plutôt que d'avoir comme client le lecteur? Est-ce que c'est des choses qui apparaissent aujourd'hui? Oui, mais comme pour le reste, hein, c'est pas unifactoriel. Je dirais, il y a toute une série d'enjeux qui se mélangent. Comme il n'y a pas de modèle magique, je pense que pour l'instant, mais effectivement, le positionnement des acteurs d'information d'intérêt général sur le marché beaucoup plus large du digital bouleverse évidemment le modèle parce que la concurrence est accrue. Certains s'en arrangent très bien quand le New York Times, le Post ou d'autres voient leur lectorat croître. Évidemment, c'est un lectorat mondial. C'est très difficile à faire quand on parle de Belgique francophone. Mais ça n'empêche que l'adéquation à un marché digital doit encore se faire. Moi, ça me paraît absolument évident que là, ce sont des logiques aussi de production, de mode de production et de rapport au public qui sont loin d'être totalement engagés dans la manière dont les rédactions aujourd'hui se repositionnent. Je ne dis pas que ce n'est pas présent, hein, c'est même extrêmement présent, mais je pense que c'est encore dans une certaine forme un peu de lenteur par rapport à d'autres pays où on est un peu à la traîne, pour le dire comme ça. Par contre, pour revenir à la question des modèles, moi de nouveau, je reviens avec cette idée qu'il serait nécessaire d'avoir une politique qui soit bien plus coordonnée. Je veux dire que il y a des modèles, j'avais évoqué tout à l'heure Julia Cagé et le modèle des sociétés de médias sans but lucratif. C'est l'idée qui était exposée par Martine Simonis à propos de l'avenir est en partie ancrée dans ce champ de perspective, mais où l'idée est d'ajouter au dispositif un modèle qui est davantage celui de la fondation, au sens d'un dispositif qui permette fiscalement des investissements par le public avec des systèmes de protection de l'indépendance. Le public, les citoyens ou le pouvoir public? Les citoyens, hein, donc ça, mais pas que des citoyens. Mais nous n'avons pas en Belgique, par exemple, les dispositifs fiscaux qui permettent de mettre cela en place. Je le pointe parce que je ne l'avais pas évoqué tout à l'heure. Hein, j'avais cité l'innovation, les aides à la presse, hein, mais c'est un ensemble qui demanderait à être réformé pour avoir une politique cohérente. C'est très compliqué dans la structure de l'État telle que nous la connaissons. Voilà, nos internautes qui sont prêts à payer plus d'impôts ne paieraient pas plus d'impôts, mais au contraire en paieraient moins parce qu'ils auraient financé une fondation de presse, si je peux le dire, dans une forme de clin d'œil, si j'ai bien compris. Je peux enchaîner sur ce que Benoît dit. Donc, le modèle de la coopérative de l'avenir, pour l'instant, est aussi réfléchi dans le cadre d'une fondation. Donc, l'idée serait… En fait, on est assez attentif à ce qui se passe en France. On ne va pas souvent chercher nos modèles médiatiques en France, mais là, pour le coup, je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se passe, notamment avec Mediapart et avec Le Monde, qui ont tous les deux logé leur capital dans une fondation, de façon à le verrouiller. Et de façon, en fait, à ce que les logiques capitalistiques ne puissent pas influencer les logiques rédactionnelles. Donc, ils ont trouvé ce système qui est, je pense, assez intéressant, mais qui, en effet, pour l'instant,
en droit belge est un peu compliqué à mettre en place parce que les outils ne sont pas vraiment là. Enfin, je veux dire, on peut être créatif. Je suis juriste et j'aime bien être créative, mais il faut un peu tordre les notions qu'on a actuellement, les outils qu'on a actuellement en droit pour arriver à faire ce genre de montage. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Et alors, donc l'idée à la fois de Mediapart et du Monde a été de faire en sorte que on ne puisse pas ni les acheter, ni les revendre, ni spéculer sur leur structure d'actionnaires fondateurs. Et puis, au-delà de ça, de développer une société qui est à ce moment-là une société commerciale et qui va travailler comme une société commerciale. Et donc, c'est bien l'articulation des logiques dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que pour l'avenir, il y a, je pense que c'est d'ailleurs une initiative qui est venue d'un député CDH, M. Dispa, si je ne me trompe pas. Il y a eu récemment une sortie en disant oui, en fait, il faudrait revendre l'avenir ou faire en sorte que les acheteurs de l'avenir travaillent dans ce type de société. Bon, on n'y est pas encore, mais je pense que c'est intéressant comme idée et je trouve que ça vaudrait la peine de travailler davantage, donc de se dire on verrouille le capital de la société dans un genre de coffre-fort qui est une fondation. Ensuite, on a une société actionnariale qui est contrôlée par la fondation. Et le troisième étage de la fusée, c'est la société commerciale, prenons celle-ci, les éditions de l'avenir, qui, elle, va se comporter comme une société commerciale. Mais on a préservé l'essentiel, la ligne rédactionnelle, l'indépendance. Ok, merci. Voilà, on a une proposition très claire, un modèle là proposé. C'est pour nous qui devons justement faire de la créativité juridique et de la créativité politique, c'est intéressant de voir quelque chose comme ça émerger du débat. Par contre, ça concernera moins la RTBF, mais par contre, ce qui concerne certainement la RTBF, c'est le rapport au numérique, puisque c'est aussi un des champs de développement, notamment avec Ovio, je pense, qui a été très très important pour la RTBF ces dernières années, mais peut-être aussi donc une des sources potentielles de financement, puisque vous faisiez allusion tout à l'heure, peut-être à des taxes GAFAM, etc., au fait que finalement la presse, les journalistes créent du contenu qui est ensuite utilisé par ces plateformes numériques. D'ailleurs, au niveau européen, il y avait eu un débat important autour de la nouvelle directive sur le droit d'auteur l'an dernier. Qu'est-ce que ça a débouché sur quelque chose ou c'est devenu lettre morte dans ce rapport aux différentes plateformes juridiques? Plusieurs réflexions. Donc la RTBF est très attentive à l'évolution et à la santé du secteur de la presse en général. Je le répète, on ne peut pas faire de pluralisme seul. Donc, ce serait vraiment une erreur et ce serait inconscient de notre part que de ne pas être attentif et ne pas soutenir toutes les initiatives qui maintiennent une presse indépendante et une presse plurielle. Deux, il y a une réalité et un paradoxe. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le secteur des médias. Jamais. L'accès aux médias n'a jamais coûté aussi cher pour le citoyen belge. Souvenons-nous d'un temps où il ne fallait pas un abonnement à Internet pour pouvoir avoir accès à son journal. Où on pouvait regarder la télévision sans payer un abonnement à une box d'un fournisseur ou d'un opérateur de réseau A ou B en mettant une antenne. Ce temps est révolu et depuis 4-5 ans maintenant, ce que l'on paie en abonnement et en souscription de toute nature en Belgique francophone génère plus de chiffre d'affaires que tous les revenus de la publicité. Et dans la publicité aujourd'hui, alors d'abord une curiosité, le marché de la publicité est relativement connu, on sait quels sont les montants investis et qui en bénéficient, à l'exception de l'investissement au bénéfice des conglomérats numériques étrangers. Donc il n'y a pas de compte publié des revenus de Facebook ou de Google ou de Netflix en Belgique. Donc il y a une forme d'opacité. On pense qu'il y a au moins la moitié des revenus investis commercialement sur le web qui sont facturés à ces sociétés YouTube, Google, Facebook et autres. Donc
ce n'est pas un problème de moyens au sens large, c'est de savoir qui bénéficie de ces moyens et vers où ils sont dirigés. Sachant qu'historiquement, on a toujours eu des régulations, que ce soit pour garantir le pluralisme ou la rémunération des auteurs et des journalistes, il y avait des obligations de respect des droits d'auteur et d'investissement dans des contenus locaux. Ça a toujours existé. On a basculé à la charnière du 20e et du 21e siècle dans un monde et dans un modèle économique différent où ces obligations se sont simplement dissoutes dans la globalisation. Donc, il y a une réponse qui est donnée difficilement, très péniblement au niveau européen maintenant. Il y a une directive sur les services de médias audiovisuels qui a été réformée. Elle doit être transposée en droit belge. C'est d'actualité, ça devrait être fait cet automne-ci, sera probablement un peu postposé, mais dans l'année qui vient, ce débat devra avoir lieu. La directive donne des facultés aux autorités publiques, aux législateurs nationaux, d'organiser des systèmes de taxation et donc de recréer des flux pour alimenter, en fonction des choix publics, les acteurs locaux. Bon, le débat a lieu en France pour le moment. Il doit s'ouvrir, il s'ouvrira probablement cet automne ou cet hiver en Belgique francophone. Votre micro. Je vais remettre le micro. Voilà, merci beaucoup, pardon. Faut dire, nous qui faisons de l'animation sur les réseaux sociaux, et là je me tourne d'abord vers les journalistes, on a souvent un article de presse qui illustre bien un propos que l'on voudrait commenter, que l'on voudrait diffuser, et on se retrouve finalement face à un trade-off qui d'un côté on a envie de pouvoir diffuser le papier, ça participe au débat démocratique, ça valorise l'auteur qui finalement, s'il écrit, c'est aussi pour que son analyse, ses opinions puissent se répandre. Mais d'un autre côté, justement, puisqu'on parle de droit d'auteur, si on rend en accès libre un article de presse, on fait de la concurrence quelque part, on tue le modèle économique du journal. Donc, c'est finalement, même pour un lecteur qui veut diffuser, prolonger le débat, on se retrouve finalement un peu dans ce trade-off entre la logique rédactionnelle, la logique de nourrir le débat démocratique et la qualité de l'information, et cette logique commerciale. Et qui me fait dire que j'aurais l'impression que la gratuité devient presque, sur le net, devient presque un horizon indépassable pour les médias de presse, que finalement, si on veut résoudre cette tension, il faut accepter que de pouvoir diffuser gratuitement, d'où l'importance des autres sources de financement, mais quelque part de se tourner donc vers ces acteurs numériques, vers des formes de redevance pour pouvoir soutenir davantage la presse et casser cette situation de dépendance par rapport à un lectorat qui n'accepte peut-être plus aujourd'hui de payer pour de l'information parce qu'il a d'autres sources, peut-être pas de même qualité, mais il a d'autres sources d'information gratuites. Alors, je sais, Bédor y répond, j'ai l'impression. Excusez-moi, je suis pas du tout d'accord. Ah, mais j'espère bien, ça permettra de répondre. Alors, vraiment voilà. pas. Ah, bien, allez-y, puis je retournerai vers Bédor. Alors, produire de l'information, ça a un coût. Et l'information, elle est couverte par le droit d'auteur. Donc, vous êtes en train de… En fait, vous induisez un peu le raisonnement suivant, c'est l'information, c'est un bien public, donc il faut qu'elle soit gratuite pour tout le monde, on va laisser tomber les droits et on va… OK, mais derrière, il faut rémunérer les auteurs et il faut rémunérer les éditeurs. Ouais, jusque-là, aucun système n'a été trouvé pour tout à coup monétiser quelque chose qui est gratuit. Donc, en fait, il faut renverser le modèle. Il faut se dire, produire de l'information, ça a un coût. Produire de l'information de qualité, ça a un coût supérieur encore. Donc, l'information, elle n'est pas gratuite. Le travail intellectuel, il n'est pas gratuit. Donc, il faut le rémunérer. Et il faut rémunérer les droits d'auteur qui sont derrière. On est d'accord. Si vous avez envie de participer au débat public et de partager une information, partagez un lien. C'est ce qu'on fait. Le lien renverra sur le site du média. Et là, il n'y a pas de souci. Ce qui pose un problème, c'est de mettre à disposition gratuitement de l'information qui a été produite de façon assez chère. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'une part rétablir en effet des flux des GAFA vers les producteurs d'informations, puisque les GAFA font une partie de leurs revenus en raison du fait que d'autres produisent de l'information. Donc, il faut rétablir ces flux-là.
mais pas seulement vers les producteurs d'informations sociétés, mais la directive dit également vers les auteurs. La directive dit qu'il faut une juste rémunération des journalistes. Donc, ce modèle-là, il faut l'établir, d'une part. D'autre part, il faut certainement maintenir les aides publiques, mais les conditionner pour les médias, au respect de la déontologie, les conditionner au maintien d'équipes salariées suffisamment staffées, à des conditions de production de l'information qui sont correctes. Donc, il y a toute une série de choses à mettre en place pour que les modèles fonctionnent. Et je crois qu'il faut sortir de cette logique du tout gratuit. Alors, c'est clair que l'information que vous trouvez partout, vous n'allez pas la payer. Mais ce qu'essayent justement de faire des médias comme Le Soir, comme L'Avenir, comme La Libre, comme l'Écho, etc., ces médias essayent justement de vous fournir une information qui est une information originale. Si, dès qu'elle est sortie, tout le monde la diffuse gratuitement, alors c'est clair que leur modèle ne va jamais fonctionner. Or, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ces modèles fonctionnent. Ou alors, on doit se dire désormais que si l'information est gratuite, moi, je vous prédis une baisse de qualité, mais généralisée, et vous n'aurez plus d'informations qui soient originales, vous n'aurez plus d'enquête journalistique. Parce qu'en fait, il faut continuer à financer ceux qui font ces enquêtes. Ah oui, mais donc, ça c'est pas le modèle de Médor n'est pas différent pour autant. Je veux dire, Médor arrive à faire financer son travail journalistique parce qu'il arrive à maintenir en fait un flux d'informations payantes. Il ne donne pas gratuitement toutes ces informations. Donc, et ça, je pense qu'à un certain moment, il faut sortir de cette logique du tout gratuit. Il faut en tout cas, c'est sûr qu'il faut rémunérer les droits d'auteur et il n'y a pas de production gratuite d'un bien de qualité comme l'information, ça c'est évident. Mais Olivier voulait réagir justement. Mais je pense qu'il faut dissocier la gratuité de l'information de la rémunération du journaliste. Moi, je suis journaliste, donc j'ai l'intention d'être rémunéré pour ce que je fais. Je pense que j'ai pu écrire un papier de manière bénévole depuis 10 ans. Par contre, ça ne signifie pas que l'information ne peut pas être disponible au plus grand nombre, parce que sinon on va participer à la fracture informationnelle où on va avoir des gens qui vont être surinformés et d'autres personnes qui n'auront pas accès à cette information. Et si on veut avoir un rôle démocratique, on doit être également attentif à cet accès. Il y a des modèles aujourd'hui, alors des modèles prestigieux comme The Guardian ou The Correspondent, qui mettent à disposition leur information de manière gratuite et qui demandent une contribution. Il y a une forme de, je ne sais pas si on peut dire d'éducation aux médias, mais en tout cas de sensibilisation de ces médias sur le fait qu'il doit y avoir une participation à un moment donné au financement de ces médias. Ils se retrouvent évidemment avec des réservoirs, comme on le disait avec M. Gravis, sur des réservoirs beaucoup plus importants. De Guardian, je pense qu'ils ont 1 milliard à un moment donné d'internautes qui les fréquentent. Donc évidemment, si une faible proportion de Guardian est financée par son lectorat, ça leur suffira. Mais la gratuité est un modèle. Aujourd'hui, Médor, par exemple, on est en Creative Commons la plupart de nos productions. Ça veut dire, très concrètement, qu'aujourd'hui, vous pouvez copier le contenu de Médor, vous faites un copier-coller et vous le mettez sur votre site, on ne peut pas vous attaquer. Le pari, c'est comme fait le pari qu'a pris un média sud-américain, Orsay, c'est qu'on va avoir quelque chose aussi de contagieux par rapport à notre information. Et qu'à un moment donné, les personnes qui vont découvrir Médor à travers cette contagion vont vouloir revenir vers nous, vers notre site web, vers à un moment donné le modèle papier. Et ça va faire en sorte que notre communauté va grandir à travers cette gratuité. Et alors, cette gratuité, outre qu'elle peut être un modèle marketing, elle a évidemment une grande vertu démocratique, et là j'en reviens, c'est l'accès pour tous. Et donc, la grosse difficulté du modèle économique de Médor, c'est qu'à la fois on dépend quasi uniquement du lectorat et des abonnés, et qu'en même temps, paradoxalement, on a mis en place un système qui permet de copier notre contenu et de nous dépasser par la bande. Et pourtant, pour l'instant, alors soit les gens n'étaient pas informés et suite à cette vidéo… c'est foutu. Je m'en voudrais. Et le modèle est terminé, soit au contraire, il y a une prise de conscience que l'information a une valeur. Il y a aussi le fait que lorsque cette information est copiée, notre communauté
s'agrandit et qu'on a alors, c'est très spécifique à Médor aussi, donc j'en reviens aussi. Je ne dis pas que c'est un modèle qui peut être généralisé, mais je dis que la gratuité peut être dissociée de la rémunération du journaliste et qu'elle peut être un modèle aussi pour développer un média. Et, de toute façon, je ne voulais pas plaider pour le modèle. Ma question était plutôt de savoir, est-ce que face à une concurrence d'accès gratuit à l'information qui existe par ailleurs, est-ce qu'il est encore pour une presse quotidienne d'un généraliste, est-ce qu'un modèle payant est vraiment du possible de tenir sur le long terme? Vous allez me dire, Martine, qu'il faut que ça marche. Hein, le modèle... Voilà, mais oui. Mais j'avais une crainte, par contre, hein, si on allait dans cette tendance-là, c'est qu'alors l'objectif devient de créer la communauté la plus large possible pour finalement vendre des données. Donc, j'aurais voulu dire que est-ce que cela, ça illustrait bien ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est que finalement il y a toujours une forme de dépendance. Là, la dépendance devient finalement la dépendance par rapport à ceux qui vont s'intéresser aux données numériques générées, ce qui pourrait être aussi un problème. Et je ne sais pas, oui Olivier. Une chose, nous on ne vend pas de données. Hein. Non, pas dans le modèle. Si vous venez sur notre site, je pense qu'on a 2 cookies. Je pense qu'il n'y a pas moyen d'avoir moins. Donc, il faut quand même dissocier aussi. On n'est pas obligé forcément de transformer le lecteur en vache à lait à travers ces données d'information. Et je ne suis pas sûr que les modèles de The Guardian et de Correspondent utilisent aussi ces bases de données afin de les vendre. Ce n'est pas le modèle économique qui sont. C'est exactement ma question, notamment. Est-ce qu'il y a des modèles comme cela qui se développent ou pas? Donc Médor, manifestement pas. Je me demandais justement pour le Guardian ou si c'était ça le modèle implicite. Mais je ne sais pas si Olivier nous dit que non. Je ne sais pas si quelqu'un a ou non le fin mot de l'histoire. Alors, Benoît peut-être. Et je pense que sur le Guardian, c'est un modèle qui relève justement, c'est un exemple cité comme le Frankfurter Allgemeine Zeitung, par exemple en Allemagne, c'est le fameux modèle que Martine évoquait tout à l'heure, des modèles de fondation. Avec la fondation derrière. Donc il n'y a pas cette vente de données. Il faut surtout, ça je n'en mettrai pas ma main au feu parce que j'allais justement dire que la question du gratuit payant, au-delà de tout ce que Martine a dit, je pense que c'est une question qui est réglée, qu'il ne faut jamais prendre de manière binaire. Elle est réglée depuis longtemps. On a joué à ça. Les éditeurs ont joué à ça au début de la digitalisation. On s'en est mordu les doigts. C'est évidemment une mauvaise route, mais vous regardez aujourd'hui comment ça fonctionne. On est bien davantage dans des modèles hybrides de gratuit et de payant, où le gratuit est souvent un produit d'appel, tout simplement, qui pose d'ailleurs d'autres questions, parce que parfois, le produit d'appel est d'une qualité qui peut poser des questions alors dans notre ordre. Mais on est dans des modèles qui sont mixtes, comme je ne pense pas qu'il n'y ait pas un seul responsable d'entreprise média d'importance, hein, il faut une taille critique pour pouvoir le faire, mais qui ne se pose la question de la valorisation des données à des degrés divers. Je ne dis pas nécessairement pour les revendre, hein, mais ne serait-ce que pour savoir comment on peut les valoriser sur la connaissance évidemment de son propre marché. Ça, c'est une évidence, mais bien entendu à la recherche aussi de produits publicitaires plus innovants. Ça me paraît clair. De nouveau, on ne peut pas poser le débat de manière aussi tranchée. Je reviens vers vous, Martine, pour peut-être prendre un peu plus de recul dans cette toute dernière partie, finalement, sur l'évolution de la qualité de l'information dans ce contexte difficile sur le plan économique. Comment voyez-vous les choses évoluer? Est-ce que vous avez, alors, on sait qu'on est face à la montée du populisme, on est face à une perte de confiance des citoyens dans la démocratie. Je pense que la solution est multifactorielle, mais la presse est un des acteurs fondamentaux pour parvenir à retisser un lien de confiance, à parvenir à avoir un rôle pédagogique sur des enjeux complexes. Est-ce que dans un contexte de pression économique accrue, ce n'est pas parfois un rôle de plus en plus difficile à jouer, notamment parce qu'on n'a pas autant de temps, qu'on a moins de moyens, qu'on ne peut pas fouiller autant que l'on voudrait les analyses et les enquêtes. Donc, est-ce qu'il y a un mal-être peut-être par rapport, ou une interrogation par rapport à cela dans le monde journalistique de manière plus large, au-delà des cas spécifiques comme ceux de l'avenir qui ont été évoqués? Oui, et il y a des réflexions, je dirais, qui sont également en cours
Bon, on a essayé, nous, à l'Association de journalistes professionnels, de mettre en place des outils qui puissent justement contrecarrer un peu cette tendance de dire il faut produire l'information à moindre coût parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, hein, qui est un discours ambiant qui est assez désespérant. Et donc, il y a des initiatives qui sont nées, mais qui restent de petites initiatives, comme le Fonds pour le journalisme. Le Fonds pour le journalisme, c'est 250 000 € par an en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est bien, mais si on avait 10 fois le montant, je pense qu'il n'y aurait aucun souci pour soutenir des actions journalistiques parce que la demande, elle est là. Donc, le Fonds pour le journalisme, c'est un bel outil. Il a 10 ans, il a bien fonctionné jusque-là, mais je pense qu'il faut vraiment le booster. Ça, c'est certain. Sur ce qui concerne la qualité de l'information, moi, je voudrais dire quand même qu'on est qu'on est particulièrement gâté en Fédération Wallonie-Bruxelles. On s'en rend pas souvent compte, mais quand Benoît dit c'est un petit territoire, c'est vrai, mais ça met d'autant plus en évidence le pluralisme qu'on a sur ce petit territoire. On a 12 télévisions locales, on a un service public avec plusieurs chaînes de radio et de télévision, on a des médias privés, 3 groupes de presse sur un si petit territoire. C'est énorme par rapport à la France. Je veux dire, à la France, il resterait un journaliste, hein, si vous preniez des régions équivalentes. On a des magazines qui sont ou hebdomadaires ou mensuels. On a vraiment une offre d'information en Fédération Wallonie-Bruxelles qui est, pour moi, très pluraliste. Et je pense qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Il faut aller dans d'autres régions, dans d'autres pays pour se dire ah oui, quand même, chez nous, il y a beaucoup de médias, il y a une offre d'information intéressante. Mais en caricaturant, alors pour provoquer, est-ce que trop de médias, trop d'informations ne ferait pas justement du coup une baisse de qualité moyenne? C'est pour challenger, hein. Je me fais l'avocat du diable. Non, je ne pense pas parce que justement, entre tous ces médias, il y a aussi une concurrence. Il y a des collaborations, mais il y a des concurrences. Donc, mais il y a des coûts fixes. À un certain moment, je pense... Et il y a des coûts fixes, ça c'est certain. Donc, je pense que la spécificité d'un marché qui est à ce point, qui propose une telle offre d'information, c'est justement de se démarquer. Mm-hmm. Et donc, je pense que les médias qui vont arriver à maintenir leur modèle, à le développer et à devenir des entreprises qui ne sont pas toujours des entreprises en perte ou à la marge, ce sont des médias qui vont justement réussir à toucher leur public avec de l'information de qualité pour ce public-là. Et il y en a déjà maintenant. La difficulté, ça a été vraiment le basculement numérique qui fait que ces médias ont dû à la fois garder leurs anciens canaux et investir dans de nouveaux. Donc, quand on fait les deux choses en même temps, c'est compliqué parce que ça veut dire que tous les moyens disponibles sont mobilisés pour le développement. Et que la question du nombre de journalistes, la question du statut des indépendants, par exemple, tout ça passe un peu à l'arrière-plan parce que les moyens sont mis, en fait, sur le développement numérique. Donc, ce qui est difficile actuellement, c'est de stabiliser de façon pérenne la santé économique des entreprises. Je pense que si vous enlevez du paysage 2 journaux, 3 magazines, 5 télévisions, les autres ne vont pas se porter mieux. D'accord. Jean-Paul, donc le travail pédagogique, c'est normalement une des missions vraiment centrales de la RTBF. Il y a notamment eu des initiatives qui ont été prises, par exemple, dans la lutte contre les fake news. C'est un axe politique majeur dans les prochaines années pour la RTBF? Mais peut-être 2 choses. Je voudrais revenir dans le débat sur les questions de gratuité. Moi je partage le propos d'Olivier. On ne peut pas considérer, et c'est une évidence, une information indépendante comme étant une des composantes nécessaires au débat démocratique, et puis dire le débat démocratique qui sera censitaire auront accès ceux qui peuvent et on va faire le lien entre les deux, le niveau d'éducation ou de volonté ou de choix personnel pour le payer. Donc, je pense à une forme de gratuité, donc des systèmes de financement adaptés, donc une gestion des flux qui doit être re-régulée, ce qu'elle a toujours été. Pendant tout le XXe siècle, on a régulé
le système de manière à mettre des balises et garantir un certain nombre de choses. Tout s'est délité avec l'arrivée d'acteurs qui ne se considèrent pas comme des médias, qui ne se considèrent pas comme des éditeurs, qui considèrent en fait qu'ils ont une autre fonction dans la chaîne de valeur et qui n'ont rien à voir avec l'univers des médias. Et les acteurs numériques, c'est essentiellement cela. C'est autour de cette fiction qu'on a créé beaucoup d'argent, beaucoup de revenus. Regardez les principales capitalisations boursières. Aujourd'hui, ce sont des acteurs de cet univers numérique des médias au sens large. Mais ils n'investissent plus dans des rédactions professionnelles, ils ne rémunèrent plus les auteurs parce qu'ils ne se considèrent pas comme étant éditeurs. Donc voilà, là, il y a ce détournement du cadre. Et on revient vers l'idée d'une taxe GAFAM, alors qui pourrait servir, par exemple, à financer Je ne suis pas législateur, mais en tout cas d'un recadrement et peut-être pas dire de supprimer, mais en tout cas d'acter le fait qu'ils sont des acteurs de l'action éditoriale et donc ils doivent contribuer s'il y a richesse, il y a répartition. Deuxième élément, peut-être pour relativiser un peu le propos de Martine, pas le relativiser, mais peut-être revenir un peu dessus, c'est vrai qu'on a une grande richesse dans notre paysage, je le confirme. Moi, je vois une grande menace à court et moyen terme. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'en l'absence d'une action très déterminée, nous aurons encore dans 5 ans le même type de richesse. Je constate un appauvrissement des rédactions. Il y a moins de journalistes qu'il n'y en avait, une précarité plus grande de ces journalistes. Et je vois également, c'est une réalité qu'on observe pour nous aussi, un public qui s'informe sur d'autres plateformes que ces plateformes historiques et traditionnelles. Alors, il y a un effet de taille, c'est évident, il y a un effet de taille, et je pense que vous parliez de Guardian avec cette marque mondiale, on peut parler du Monde, on peut parler du New York Times, ils ont des marques et ils se financent sur des bassins gigantesques, ce ne sera jamais notre cas. Moi, je suis très intéressé par voir ce qui se passe dans des modèles comme le modèle flamand aujourd'hui, et notamment toute la stratégie et la politique de Pers Group, DPG. Ils ont le premier site d'information flamand, hln.be. Ils ont réuni leur rédaction multimédia. Ils ont réuni l'ensemble de leurs équipes au niveau international dans un seul pôle de développement numérique, ce qui leur permet aujourd'hui de recréer par des synergies des masses critiques, non pas sur un lectorat, et le lectorat flamand n'est pas beaucoup plus grand que le nôtre, mais sur des fonctions technologiques qui sont nécessaires et vitales. Et je pense que là, il y a une démarche et un dynamisme industriel qu'on doit peut-être approfondir et réinventer pour créer au niveau local ou au travers d'une politique intergroupe, pour des groupes comme Rossel notamment, des masses critiques et des plateformes qui permettront demain de consacrer marginalement plus à la production de contenu, à la rémunération de journalistes. Pour en revenir à votre question, oui, l'éducation, et en particulier l'éducation aux médias, fait partie de nos missions. Nous sommes de ceux qui pensons que cette éducation, d'abord, elle ne relève pas que du média, elle relève également de l'enseignement au sens large, mais elle est absolument nécessaire. Elle est d'autant plus nécessaire que, d'une part, une population jeune a de plus en plus tôt dans sa vie accès à tous les contenus numériques. Prenez un groupe comme TikTok aujourd'hui, il vise une population de préadolescentes et de préadolescents, et donc on éduque. Que d'autre part, il y a de nouvelles fractures numériques qui s'opèrent, notamment entre les plus âgés qui sont loin d'être digitalisés et un monde qui, dans certaines de ses fonctions, n'existe plus que par l'empreinte et l'identité numérique que nous avons. Et donc, il y a ces deux angles qui, aujourd'hui, nécessitent qu'on renforce cela de différentes manières, par des programmes, mais surtout par une attitude éditoriale transversale. Et des initiatives, on en a prises, mais d'autres en prennent, on en a prises avec Inside, et la posture et l'attitude éditoriale, elle traverse l'ensemble de nos programmes, et
et on a la volonté de développer ça dans l'ensemble de nos programmes. Mais dans le même temps, on a quand même l'impression que parfois, je ne parle pas pour la RTBF spécifiquement, mais pour les médias de manière plus générale, qu'il y a peut-être à cause de la concurrence, peut-être parce que justement il faut capter l'attention, mais une recherche quand même de sensationnalisme parfois dans la présentation, même si je reste dans le champ politique, la recherche de la petite phrase. Et le monde politique sait aussi que c'est par la petite phrase qu'il fera le buzz, mais donc une forme d'alliance objective qui favorise plutôt, je vais dire, une activité ou politico-médiatique de surface plutôt que d'aller dans le fond des dossiers, qui ne sert peut-être pas la qualité du débat démocratique. Écoutez, ça c'est c'est un ressenti. Oui, c'est une question. Écoutez, pour le moment, ces jours-ci, la question, c'est est-ce qu'on ne traite pas trop de la crise sanitaire? Est-ce qu'on n'occupe pas? Est-ce que d'autres choses doivent se passer? C'est une balance que l'on fait dans les rédactions de façon très, très régulière. Croire, par contre, qu'on construit l'audience en fonction du sensationnalisme qui pourrait créer à un moment donné l'attraction, je pense que c'est méconnaître le travail que les rédactions font. Maintenant, il y a une réalité, enfin, il y a de nombreuses réalités. Il y a une surabondance d'informations. On en a beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a un raccourcissement de la durée de vie d'une information, bien plus grande aujourd'hui qu'elle n'était il y a une vingtaine d'années. Et il y a un public qui est surinformé tout au long de l'année, tout au long de la journée. L'époque où, en allumant ou en ouvrant le journal télévisé, on apprenait à notre public quelles étaient les dernières informations, c'est une époque qui est révolue. Oui, tout à fait. À l'instar de quand on ouvre son quotidien le matin, je pense qu'on peut, 8 jours sur 10, prévoir quelle sera la une du quotidien. Donc, ce n'est plus la une qui va faire la valeur ajoutée, mais ce sont des choix éditoriaux, des choses qu'on décide de traiter ou qu'on décide de ne pas traiter, mais surtout le développement, l'approfondissement. Et je pense, et c'est un des chantiers que nous menons, mais Médor, dans son domaine, le laboure largement, c'est plutôt d'aller dans l'approfondissement sur des thématiques qui sont dès lors des thématiques plus choisies. Qu'est-ce qu'on a décidé? Et on sera à l'antenne ce soir avec une enquête dans les SMUR, par exemple, c'est de renforcer nos équipes d'investigation et pour leur donner plus de temps pour pouvoir faire du magazine. Mais là encore, pas se leurrer, je pense qu'à un moment où l'information est globale, le réseautage et la collaboration sont importants. La presse écrite montre l'exemple, avec des consortiums de journalistes internationaux qui sont à l'origine d'investigations au long cours ces dernières années. Donc ça, c'est une piste que nous devons nous poursuivre. À nouveau, nous n'aurons jamais la taille. On n'aura jamais la taille des marchés. Par contre, on peut collaborer de différentes manières. Et je vous dis, observons la manière dont le groupe DPG est en train de créer certaines formes de synergie. Elles peuvent être inspirantes aussi pour nous. Voilà, mais donc Charlotte va revenir, je pense, d'un instant à l'autre pour nous donner un dernier retour des internautes. Et puis après, je ferai un tout dernier tour de table, peut-être en vous demandant alors une proposition, si vous aviez la possibilité, ou si vous aviez droit à un vœu pour favoriser une presse de qualité dans les 5-10 prochaines années. Quelle serait la proposition que vous mettriez le plus en avant? Je vous laisse réfléchir et je donne la parole à Charlotte. Oui, donc je voulais conclure en faisant un petit tour de table, évidemment, parce que le financement est un grand questionnement, évidemment. Il y a différentes propositions qui ont été lancées. Par rapport à notre plateforme, il serait intéressant que les internautes s'y retrouvent et retournent sur la plateforme pour nous dire est-ce qu'ils sont prêts à intervenir, jusqu'à quel point le politique doit intervenir sans imposer sa vision. Ça, c'est un grand problème qui a été souligné, mais donc pas pour soutenir financièrement, mais surtout pour donner un droit à l'information à tous les citoyens, à une information de qualité. Et est-ce qu'on ne réembrayerait pas avec l'éducation aux médias, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est important aussi de le faire intervenir ici, parce qu'on le voit, une information de qualité
Alors, certains médias vont d'office chercher, mais il y aura d'autres médias qui vont inévitablement se retourner dans le sensationnel. Donc, c'est intéressant à tous les citoyens, en tout cas, et aux internautes qui nous suivent, de retourner sur notre plateforme pour terminer ces débats qui ont encore beaucoup de vie après ce débat. Merci beaucoup, Merci, Charlotte. en tout cas. Voilà, mais donc je termine par le dernier tour de table. Ce droit à l'information de qualité, quel serait pour vous l'élément que l'on pourrait mettre sur la table et défendre politiquement pour le favoriser? Olivier, peut-être? Oui, voilà, j'arrive. Alors moi, je voudrais juste dire une chose sur l'éducation aux médias. C'est qu'on ne se pose jamais la question de savoir si c'est les médias qui doivent faire ce travail éducatif. Quand on a une éducation à l'alimentation, ce n'est pas forcément les boulangers qui font le travail. Alors, ils y participent. Mais est-ce que moi, je ne suis pas pédagogue, par exemple, et je ne suis pas forcément le mieux habilité à faire de l'éducation aux médias? Ça, c'était la première des choses. Et puis, alors, pour améliorer les situations, moi, je vais forcément parler de mon point de vue, donc c'est-à-dire d'un titre de presse écrite et web. C'est légitime. Format, voilà. Je pense à deux choses, c'est créer un écosystème, notamment fiscal, peut-être avec une TVA à 6% ou complètement une TVA, où on serait exonéré de TVA pour encourager ces entreprises, qui ne sont pas n'importe quelle entreprise, qui sont des entreprises avec un réel intérêt public de survivre. Et alors, aussi, une chose que je voudrais mentionner, c'est qu'avec la crise du Covid, qu'est-ce qu'on a comme phénomène? On va avoir une accélération des rédactions numériques. On a des titres, des quotidiens qui progressivement vont complètement switcher sur le numérique et vont progressivement abandonner le papier parce que les librairies vont se retrouver en souffrance. On est dans un cercle vicieux où d'ici 5-10 ans, des titres comme La Libre ou d'autres seront uniquement ou partiellement numériques et avec des acteurs qui étaient des acteurs aussi de rencontres sociales, des acteurs de cohésion sociale que sont les librairies de quartier qui vont disparaître. Avec la disparition de ces librairies de quartier, on va avoir des titres comme Wilfried, comme Alter Eco, comme Politique, comme Médor, qui vont perdre des relais et qui vont mourir. Alors, soit à un moment donné, on parvient à retisser des lieux physiques de rencontre autour de la lecture, autour d'autres choses également, peut-être, qui vont faire en sorte qu'on va de nouveau avoir ces points d'ancrage pour que des médias qui sont également papier existent, soit pour nous, on va se retrouver en grande difficulté. Donc, je trouve qu'une aide aux librairies afin qu'ils redeviennent des acteurs à un moment donné d'échange de savoir, de connaissances, de rencontres, ça pourrait être une bonne idée. Merci beaucoup, Olivier. Benoît? Bon, puisqu'on est dans les vœux pieux, voilà. Je pense que s'il y avait quelque chose à souhaiter, ce serait une vraie coordination des politiques. On a évoqué, on vient de le faire encore avec l'éducation aux médias. Je pense que c'est l'arlésienne de tous les débats sur les médias et on n'a toujours pas de politique solide sur l'éducation média dans l'enseignement, là où probablement il faudrait le faire d'abord. On a parlé de la fiscalité, on a parlé de la contribution des GAFAM au modèle de la production d'informations d'intérêt général. Je pense que s'il y a bien un domaine qui mériterait cette coordination, c'est celui-là. Voilà. Ok. Je vais passer chez Jean-Paul, comme ça, Martine aura le dernier mot, et je termine par le jury des journalistes. Voilà. Jean-Paul, peut-être, alors, il y a déjà eu certaines propositions qui ont été mises en avant, mais un vœu, pas nécessairement pieux d'ailleurs, mais un vœu pour favoriser cet accès. Moi, j'en formulerai deux. Et trois, si vous me le permettez. Le premier, c'est certainement… Le génie sortira de la lampe. À l'occasion des débats qui vont avoir lieu au niveau européen sur la relance économique, sociale et culturelle et au niveau belge sur la transposition de la directive services de médias audiovisuels, on adresse de manière claire, et je ne vais pas dire définitive, mais de manière définitivement très volontaire, le recadrage des flux et la redirection d'une partie des flux générés par l'activité numérique auprès et au bénéfice de celles et ceux qui, en Europe, alimentent une information pluraliste et indépendante et la diversité culturelle, et qui sont finalement le combustible de ces plateformes et la seule raison pour laquelle
elle génère du trafic. Donc voilà, donc c'est quelque chose de politique qui doit être mené au niveau européen, mais on a cette opportunité dans les prochains mois de le mener également partiellement au niveau belge francophone. Vraiment, c'est le second vœu, c'est alors par une alliance intelligente de déterminisme public et de volontarisme privé qu'on puisse établir un certain nombre de synergies visant à conforter des plateformes technologiques, conforter des marques et une manière de s'adresser au public, mais qui nous permettent d'atteindre des masses critiques que chacun séparément, acteurs belges francophones, nous ne pouvons pas atteindre. Ok, merci beaucoup. Le dernier mot pour Martine. Mais je suis assez d'accord avec toutes les propositions qui ont été faites. Je voulais juste dire en incise à propos de l'éducation aux médias, que je vous conseille quand même d'aller faire un tour sur le site du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, qui a vraiment toute une série de ressources intéressantes à proposer. Donc je pense qu'il y a des choses qui se font, peut-être un peu discrètement, mais il y a pas mal d'actions qui sont menées. Je crois qu'en effet, il faudrait coordonner ces politiques et faire en sorte que l'éducation aux médias rentre dans les écoles un peu plus que maintenant. Voilà, je ferme la parenthèse sur l'éducation aux médias, c'est pas mon vœu, j'en ai d'autres. D'accord. C'est aussi un vœu. Alors, si j'avais un vœu à faire, ce serait pour toutes les entreprises de médias, qu'elles soient privées ou publiques, ce serait d'arriver à un rééquilibrage entre les logiques commerciales et éditoriales au profit des logiques éditoriales. Et je pense qu'il y a moyen de le faire en liant tous les soutiens, pas seulement les questions d'aide à la presse écrite, mais tous les soutiens qui existent actuellement vis-à-vis des médias, donc que ce soit la dotation de la RTBF, le financement des télévisions locales, l'aide à la presse écrite, de les lier à des critères qui sont qualitatifs et qui soient contrôlés. Donc actuellement, il y a des critères d'octroi des aides, mais les mécanismes ne fonctionnent pas bien. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'était déjà dans la déclaration gouvernementale précédente. Ça y est, à nouveau cette fois-ci. J'espère qu'on va y arriver. Je crois qu'il faut aussi soutenir des mécanismes de création, d'investigation et d'enquête journalistique et permettre replacer... C'est le fond du journalisme dont vous parliez tout à l'heure. C'est le fond pour le journalisme, mais il pourrait y avoir d'autres initiatives et je pense que il faut regarder aussi ce qui se passe à l'étranger et il y a des pays qui investissent beaucoup plus dans le soutien à l'information journalistique de qualité et puis permettre en fait aux rédactions de redevenir les acteurs centraux des entreprises de presse. Je crois qu'on s'est parfois égaré dans la gestion des entreprises, égaré et qu'on a parfois oublié la raison pour laquelle on existe et notamment dans les grands groupes de presse. Si je prends par exemple le groupe Rossel existe parce que le soir existe. Le groupe Rossel continuera à exister sans le soir, mais le soir, c'est vraiment l'étendard du groupe et c'est là qu'il faut mettre ses forces, plus le groupe Sud Presse, je veux dire les journaux en tout cas du groupe Rossel qui fait plein d'autres choses que de l'information média. Okay. Merci beaucoup. Et pour redonner ce rôle central, il y avait la perspective de la coopérative doublée de la fondation, par exemple. C'est une des manières possibles pour redonner un rôle central. Il y a des modèles à travailler, en effet, voilà, qui permettraient d'avoir des leviers intéressants pour faire en sorte que l'information qui est un bien public soit moins soumise à ces logiques commerciales. Merci beaucoup, parce que je pense que nous sommes parvenus à sortir de ce débat quand même toute une série de pistes concrètes, ces pistes qui vont donc de la TVA à 6%, de l'aide aux librairies jusqu'à la contribution des plateformes numériques, à la conditionnalité des aides à la presse, à des critères de qualité, etc. Tout ce que vous venez de dire, nous allons essayer de les resynthétiser, de les mettre sur la plateforme participative ilferabodemain.team. Les internautes, tous les citoyens intéressés pourront aller voter pour ces différentes propositions, argumenter pour ou contre, et dès lors nous donner leur avis. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas la plateforme, à aller jeter un coup d'œil et réagir aux propositions qui y sont, que ce soit dans le domaine qui est le vôtre ou dans l'ensemble des autres domaines de notre vie en société. Je vous remercie, je salue tous nos internautes, je leur donne rendez-vous pour le prochain débat confiné la semaine prochaine. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup.